Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une série d'écrits en arabe assez intéressants de 2009, début 2010. Ils viennent des analyses du docteur Mourad Aga. Et ces textes, ils donnent un éclairage, disons, particulier sur le monde arabe de cette époque. Notre but. Essayez d'en extraire les idées clés, les perspectives importantes. Oui, et c'est une collection assez riche, effectivement. On y trouve un mélange d'analyse politique, de critique sociale, parfois assez vive, Hmm. mais aussi des réflexions sur l'histoire, notamment l'héritage ottoman. Et puis une lecture des événements de l'époque à travers le prisme de textes religieux, de prophéties. C'est un ensemble complexe. D'accord. Alors, entrons directement dans le premier thème, cette critique assez forte des dirigeants arabes d'alors. L'auteur les appelle les mutasarrifines, c'est ça? Les administrateurs. Il leur reproche leur inaction, leur division face à Gaza notamment, et puis la corruption. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il oppose ça à l'attitude d'Erdogan à Davos. C'est ça, c'est un procédé assez clair en fait. En mettant en face cette attitude qu'il juge digne et l'immobilisme arabe, il prépare le terrain pour son idéal. Cet idéal, c'est la grandeur passée de l'Empire ottoman. Il utilise le terme Bani Ousmane, les fils d'Ousmane. Ah oui. Pour lui, c'était un âge d'or. Unité, force, protection de l'islam, des Arabes. Il y a une vraie nostalgie, oui. Et une sorte d'appel à retrouver ces grandeurs. La sublime porte, le Bab al-Ali, tout ça. Donc ce n'est pas juste un rappel historique, c'est vraiment un modèle qu'il propose pour le présent. D'accord. Et ça nous mène au deuxième point, sa vision du conflit israélo-palestinien. Ça dépasse le cadre régional, on dirait. Tout à fait. Ce qui est frappant, c'est qu'il ne le présente pas comme un conflit purement arabo-israélien. Non, pour lui, c'est bien plus large. Il y voit une dimension mondiale et surtout religieuse, l'islam contre le sionisme et le judaïsme. Il souligne l'échec des armées arabes classiques, 1967 par exemple, Mhm. et il met ça en contraste avec la résistance de groupes islamiques armés. Il cite le Sud-Liban en 2006 ou Gaza. Et c'est là que les prophéties entrent en jeu, c'est ça? Ben oui, Il fait le lien. Ben oui, il va chercher des hadiths, donc des paroles attribuées au prophète Mahomet, qui parlent des fitans, Les tribulations. voilà, les grandes tribulations de la fin des temps. Et il les applique directement à l'actualité de 2009-2010. Il y voit des signes, l'arrivée de l'Antéchrist, le Dajjal, des conflits futurs avec des bannières de couleur noire en Afghanistan, jaune ailleurs, Ah oui, c'est très précis. des signes cosmiques même, comme ce son effrayant, la Hasseda, attendue pendant Ramadan. Il parle aussi d'une prophétie sur l'incendie d'Al-Aqsa en 68 qu'il attribue aux Khazars, terme qu'il utilise pour désigner les Juifs. D'accord, une grille de lecture très, très spécifique en effet. Passons au troisième point, le despotisme, l'impact sur la société. Il fait référence à Al-Kawakibi, c'est une référence classique, non? Oui, tout à fait. Il reprend l'analyse d'Al-Kawakibi dans Tabi'a al-Istibdad, la nature du despotisme. Pour lui, le lien est fondamental. Un régime autoritaire, ça nourrit l'ignorance, ça engendre la corruption morale et ça étouffe tout esprit critique. C'est un cercle vicieux, quoi. Hmm. Le pouvoir se maintient en affaiblissant les gens intellectuellement et moralement. Il parle aussi de psychologie de la propagande, de censure. Il cite l'exemple syrien, et cette expression-là, Hashish web taftarish. Oui, fume et allonge-toi, c'est très imagé. Pour lui, certains médias sont là pour endormir les esprits, pas pour les éclairer. Logique. Et ça nous amène au dernier aspect, l'économie, le social. Ben oui, l'auteur évoque l'impact de la crise financière mondiale. Il donne des chiffres énormes pour les pertes arabes, autour de 3 trillions de dollars. Et il critique beaucoup la gestion économique, la corruption. Il s'inquiète, par exemple, que l'argent pour reconstruire Gaza soit détourné. Et en même temps, il souligne le fossé entre les difficultés de beaucoup de gens et la richesse affichée par certaines élites. Cette critique de Puerto Banús en Espagne. Exactement. C'est un symbole pour lui, le symbole d'une richesse arabe qu'il juge ostentatoire, déconnectée des réalités. C'est une critique sociale assez forte sur les inégalités, l'utilisation des ressources. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça. Ces textes de 2009-2010, ils nous montrent une vision du monde arabe marquée par une critique très dure des pouvoirs en place, une forte idéalisation de l'époque ottomane comme un modèle d'unité, de force,
Et puis, cette lecture des événements très très imprégnée de religion, de prophétie, c'est ce mélange qui est particulier. C'est le point clé, je pense. L'utilisation de l'histoire, d'une certaine histoire, et des prophéties, ça fonctionne comme un appel. Un appel à un changement radical, pour retrouver une grandeur perdue. Et ça nous laisse avec une question qui reste pertinente aujourd'hui, je crois. Comment ces interprétations spécifiques du passé et de l'avenir, formulées il y a plus de 10 ans, peuvent-elles encore influencer la façon dont certains comprennent les défis actuels et façonnent leurs espoirs, leurs aspirations dans certaines parties du monde musulman aujourd'hui? C'est une question qui reste ouverte.